Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous avons installé notre plateau au Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel. Pour la troisième année consécutive, ce Forum du patrimoine est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'art de France, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Trois invités sont réunis autour de moi pour évoquer les problèmes, peut-être les solutions qu'on pourrait envisager autour des énergies renouvelables, comme par exemple les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques. Donc tout d'abord, je vais commencer par présenter mes invités. Bonjour, à ma gauche, Monsieur Fabien Sénéchal. Bonjour. Vous êtes président de l'ANABF, l'Association nationale des architectes des bâtiments de France. À vos côtés, Monsieur Gérard Drexler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur chez Patrimoine Environnement. Et enfin, Monsieur Mathieu Gosselin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'affaires région Nord-Ouest, pour l'entreprise Cupa Pisaras. C'est exact. Alors, on entend beaucoup d'encouragement pour les énergies renouvelables de toutes parts. Effectivement, ça pourrait nous permettre de diversifier notre production énergétique, mais ça pose des problèmes dans l'intégration sur nos monuments historiques ou dans notre patrimoine, notre bâti ancien. Peut-être déjà, peut-on évoquer quels sont les problèmes que cela peut soulever ? Bien. Peut-être commencer par poser le sujet d'une manière générale, parce qu'effectivement, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle d'un panel de dispositifs qui sont importants, voilà, qui est important. Qui en fait correspond ou qui rassemble un certain nombre de solutions techniques ou technologiques qui permettent de produire de l'énergie et de rendre autonome un bâtiment ancien. Donc peut-être qu'il faut vraiment bien envisager le sujet sous cet angle-là, parce que tous les systèmes de production d'énergie renouvelable ne sont pas, entre guillemets, problématiques. Voilà. Parce que certains sont inhérents au patrimoine et inhérents au système constructif ancien. Voilà. Donc on a tout un tas de dispositifs. Alors, on a perdu certains de vue, certains architectes redécouvrent ces systèmes-là aujourd'hui et les réintègrent dans la construction et dans l'architecture. Donc ce sont des pistes quand même qu'il faut pas oublier et qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Mais effectivement, quand on parle d'énergie renouvelable, la plupart du temps, on résume le sujet à photovoltaïque et éolien. Voilà. Et avec deux sujets qu'il faut encore une fois pas mettre tout à fait sur le même pied d'égalité, dans la mesure où on est sur des dispositifs qui sont soit des dispositifs on va dire hors œuvre, ouais. C'est le cas des éoliennes, qui sont des dispositifs industriels de grande échelle, voilà, qui généralement d'ailleurs échappent aux espaces protégés, voilà, mais dont l'impact sur les espaces protégés va être de fait de par leur hauteur. Et d'autre part, des panneaux photovoltaïques qui, eux, vont venir... Approchez bien votre micro. Et d'autre part, des panneaux photovoltaïques qui, eux, vont venir véritablement sur le bâtiment et donc possiblement impacter l'architecture. Voilà, et la perception qu'on a d'une architecture, d'un bâtiment, d'une ville, voilà, sur le territoire. J'aurais tendance à remonter d'un cran, même si c'est court, en rappelant en fait que les énergies renouvelables ne seront jamais en substitution totale par rapport à l'ensemble des énergies. Ce sont des énergies qui sont non pilotables par rapport à des énergies qui sont pilotables. Et en fait, pour avoir quand même bien connu le problème de la répartition et de la mise à disposition de l'énergie en France auprès des consommateurs, des clients, bien évidemment, le client, lui, il veut que l'énergie soit là en temps et en heure, quel que soit le mode de production. Donc, on aura toujours besoin, d'une part, d'une énergie de base, si je peux me permettre, quelle qu'elle soit, en énergie décarbonée, donc pas d'énergie fossile, mais par ailleurs, bien évidemment, il faut faire feu de tout bois, si je peux ainsi dire. Je ne parle pas du bois en tant
énergie en tant que telle, mais il y a bien évidemment les ENR qui sont là, les énergies renouvelables, qui doivent être utilisées. Simplement, ce qu'il y a, c'est quand on parle de patrimoine, il faut que ces énergies renouvelables puissent respecter le patrimoine. Nous, patrimoine environnement, nous sommes très attachés au cadre de vie. J'ai l'habitude de dire, quand on me dit « mais qu'est-ce que vous faites à patrimoine environnement ?» Je dis « c'est pas très difficile. En fait, nous travaillons au quotidien pour assurer le bonheur des gens. » Alors bon, c'est peut-être facile, c'est grand, mais c'est réel. Parce qu'on est réel, c'est réel, on est vraiment actif dans les domaines du patrimoine, dans le domaine de l'environnement, de l'énergie bien sûr, mais également dans le domaine du cadre de vie et de l'urbanisme. Et on voit bien que dans ce domaine-là, tout n'est pas possible. Et l'intégration des énergies renouvelables, puisqu'il faut des énergies renouvelables, je suis très certain de cela, il faut que ce soit avec la nécessité de préserver le souci des gens, le cadre de vie des gens. Et par exemple, il ne faut pas, sous prétexte d'énergie renouvelable, faire de la densification à outrance qui fera que finalement, on pensera, comme dans certains endroits, qu'une végétalisation des toitures suffiront finalement à faire les puits de carbone nécessaires. Parce que quelque part, les ENR sont là tout simplement parce qu'on n'est pas capable d'avoir suffisamment de puits de carbone pour absorber la totalité du CO2 que nous produisons. On aurait les puits de carbone suffisants, on ne se poserait pas de questions, peut-être à tort d'ailleurs, parce qu'il y a un autre problème qui est celui de l'utilisation des matériaux. On voit par exemple, pour donner un ordre de grandeur, je crois qu'on devait avoir en 1900 9 gigatonnes de matériaux qui étaient utilisés par an. En 2015, on doit être aux alentours de 89 ou 90 gigatonnes. Et on a augmenté de 53% entre 2005 et 2015. Donc on voit bien que c'est énorme. Il y a donc pour les ENR, il y a un problème évidemment de fourniture d'une électricité nouvelle qui soit décarbonée, mais il y a également le fait de ne pas continuer à pouvoir utiliser des énergies qui ne seront pas renouvelables, parce qu'en fait on est en train effectivement, j'allais dire peut-être pas pompeusement, d'épuiser la Terre quelque part, et on ne peut pas poursuivre comme cela. Donc ça, c'est aussi un aspect des énergies renouvelables, au-delà de la problématique purement esthétique, qui est quand même à prendre en compte. Alors, en tant qu'ABF, vous voyez passer justement des dossiers de permis de construire où on demande l'intégration de panneaux solaires. Comment est-ce que vous abordez ces dossiers ? Qu'est-ce que vous regardez en priorité ? Comment est-ce qu'on aborde ces questions-là ? Écoutez, on l'aborde sous différents angles suivant le type d'espace protégé dans lequel on est, évidemment, parce que l'intégration de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment, ça doit d'abord être un projet d'architecture. Voilà. Et nous sommes, puisque notre travail est de donner des avis sur la capacité d'intégration de ce genre de dispositif, et nous sommes, toujours très très attentifs à faire en sorte que ces intégrations-là soient bien l'objet d'un projet d'architecture, soient bien conçues de manière globale. Et je dirais même, quand on parle de conception de manière globale, si l'on veut un peu pousser la réflexion, soit également intégré dans mais ça rejoint ce que vous disiez, monsieur, soit intégré dans une réflexion globale sur les besoins en énergie du bâti sur lequel ils vont prendre place. Voilà. Donc, on a vraiment besoin. Voilà, ça c'est la première porte d'entrée. Voilà. Ensuite, évidemment, on va avoir un certain nombre d'autres prismes qui vont être, parce que c'est notre métier, des prismes réglementaires. On parlait du PLU, on a des sites patrimoniaux remarquables, donc on a un certain nombre d'espaces en France qui sont réglementés. Alors, faut également savoir de quoi on parle. C'est-à-dire les espaces protégés en France, c'est 6% du territoire. Ça veut dire que nous exprimons sur 6% du territoire français, c'est-à-dire qu'il y a 94% du territoire sur lesquels nous ne nous exprimons pas. Est-ce à dire qu'il faut qu'il n'y ait aucune règle et
aucun projet d'architecture sur ces 94% du territoire, je n'en suis pas sûr. Donc ça fait aussi partie, ça doit faire partie de l'équation. C'est le sujet de patrimoine environnement, hein, voilà. Mais c'est un vrai sujet de fond très très important du centre. Voilà. Et pour finir sur le sujet, donc nous travaillons les projets avec les porteurs de projets. Nous essayons, dans le cadre de la loi et de la réglementation, de trouver des solutions. Il faut bien comprendre que aujourd'hui, sur les quelques 500 000 avis que nous voyons tous les ans, de projets, sur le champ du photovoltaïque, nous en refusons de prime abord 12% à peu près. D'accord ? Donc un peu plus de 12%. C'est plus que la moyenne on va dire, sur des projets. Hein. En moyenne, nous refusons 6% des projets. Voilà. Sur le photovoltaïque, c'est un peu plus élevé. Et c'est un peu plus élevé simplement, et là on va en reparler peut-être tout à l'heure, mais du fait de la production des projets ou de l'absence de production des projets, parce qu'on a beaucoup de dossiers ou de projets qui arrivent en fait justement sans conception architecturale directement, on va dire, de l'entreprise ou du producteur au consommateur. Ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Donc, un peu plus 12-13% de refus. Mais au final, seuls 1% des projets sont abandonnés. D'accord. Voilà. Ce qui prouve qu'en discutant et en reposant le problème de conception, d'organisation, de type de matériaux, finalement, en espace protégé, on arrive à, si vous me passez l'expression, à faire le job. Voilà, et à faire en sorte que les choses puissent se faire. Alors, c'est peut-être pas toujours à l'endroit qui avait été imaginé au départ. Voilà. C'est peut-être pas toujours avec exactement les mêmes matériaux, peut-être pas toujours la même surface, mais en tout cas, on arrive toujours à une proposition, sauf dans 1% des cas. Voilà. On voit bien, d'après ce que vous dites, que l'architecte des bâtiments de France peut non seulement donner son avis, son éclairage sur les projets, mais peut-être aussi, un médiateur, un régulateur. Et on parle là beaucoup on ne parle pas beaucoup d'éolien, justement, mais si on parle de l'éolien, on s'aperçoit que la difficulté, justement, une des difficultés, c'est qu'il n'y a pas vraiment quelque part de médiateur. Il y a éventuellement des commissions d'enquête pour lesquelles, en fait, les conclusions sont plus ou moins écoutées et entendues, voire d'ailleurs, éventuellement, même si le préfet, quelquefois, suit la commission d'enquête, il est éventuellement débouté par une instance juridique supérieure. Enfin, on voit qu'il y a une vraie difficulté parce que quelque part, il n'y a pas une régulation, il n'y a pas une médiation. Et malheureusement, moi je regrette par exemple que pour tout ce qui concerne les monuments historiques, les 10 km autour des monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France devrait donner un avis conforme sur c'est-à-dire un avis qui, finalement, on ne peut pas passer outre l'avis parce qu'en fait, il s'impose au projet. Et ça, je pense que ça manque beaucoup, ce qui fait que finalement, qu'est-ce qu'on assiste à quoi ? On assiste à des pro-éoliens d'un côté, les anti-éoliens de l'autre, des gens qui sont mécontents des deux côtés, alors qu'en fait, pour citer un exemple simple, on a fait il y a quelque temps... Approchez bien votre micro. Oui. On a fait il y a quelque temps un colloque au niveau régional sur les paysages. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que je me suis aperçu qu'il y avait les pro-éoliens, les anti-éoliens. Je me suis dit, après tout, la finalité, bien évidemment, c'est l'énergie renouvelable. Mais au-delà de ça, c'est quoi ? Quel est le sujet ? C'est le sujet du paysage. Et finalement, le paysage, on n'arrive pas à en parler parce qu'on est tout de suite sur la technique de production d'une énergie. L'énergie, finalement, tout le monde est d'accord, mais c'est la technique de production sur laquelle les gens ne sont pas d'accord. Donc on était une centaine dans la salle, je ne savais pas comment allait tourner quand même le débat, ça s'est très bien passé. Parce qu'on a parlé des vrais problèmes. On n'a pas parlé de la difficulté de l'implantation du mât qu'on voit pas, etc. Ça n'empêche que c'est évidemment un vrai problème, cela aussi. Mais en fait, on a dépassé cela parce qu'en fait, le médiateur, là, en l'occurrence, c'était peut-être pas l'ABF, mais c'était le paysage. Et on voit que dans beaucoup de problèmes, c'est le médiateur qui manque. Et il faudrait certainement qu'on renforce la médiation dans ce domaine-là. De la même façon que si, en continuant à parler de l'éolien, je ne vois pas pourquoi
on maintient des éléments anciens qui dataient du moment où il y avait des éoliennes de 120 mètres maximum. Là, on est bien au-delà. Et ce qu'il faudrait, c'est de façon à ce que chacun puisse avoir quand même la possibilité d'être assuré, d'avoir un minimum d'écoute, avoir des éoliennes qui soient pas à moins de 10 fois la hauteur du mât plus. Ça me paraît évident. Pourquoi on ne le fait pas, c'est quand même dommage. Et aujourd'hui, on arrive à jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire l'énergie, avec la nécessité de l'énergie, parce qu'il y a un système qui supporte l'énergie qui ne convient pas et sur lequel on ne peut pas se mettre d'accord. Il y a certainement des possibilités de se mettre d'accord. Il faut trouver certainement des solutions réglementaires et organisationnelles qui le permettent. Alors, effectivement, cette question du paysage, elle est effectivement très importante. Je crois que chez CUPA, vous avez une proposition pour essayer de préserver le paysage, l'esthétique, justement, des toitures. Exactement. Nous, on a développé en 2010 un panneau qui s'appelle Thermoslec. En fait, le but de ce panneau, c'est de fonctionner avec le rayonnement solaire et produire de l'énergie thermique. En fait, on va se servir des priorités de l'ardoise naturelle pour transformer cette énergie thermique, du rayonnement solaire par cette énergie thermique. Le but, nous, c'est essentiellement pour la production d'eau chaude sanitaire. On pourra venir aussi en appoint de chauffage ou également chauffer des eaux de bassin telles que piscines et des choses comme ça. Je voulais revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, mes collaborateurs parlaient de médiation. Et en fait, nous, on s'aperçoit chez Coupa Pizarras que souvent, les projets qui nous sont soumis viennent sous un avis des ABF, en fait. Donc là encore, on peut dire que oui, il y a une médiation qui a été faite en amont parce que le maître d'ouvrage ne connaît pas tous les systèmes possibles et d'énergie renouvelable. En fait. Oui, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. C'est un des... Comment est-ce que... Parce que vous pouvez recevoir en tant qu'ABF justement les porteurs de projets en amont pour les aider dans leur conception de projet. Oui, tout à fait. C'est notre ADN. Ouais. C'est ce que nous faisons au quotidien. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on refuse un projet, c'est qu'on a raté la première marche, tout simplement. Si de manière systématique, un projet refusé, c'est simplement qu'il n'y a pas eu cette concertation amont, ce dialogue, qui nous a permis de conseiller, de trouver les bonnes solutions et de conseiller effectivement tel ou tel produit, telle ou telle solution. Et je dirais même que, puisque l'on débat en ce moment au Sénat un projet de loi qui envisage la suppression de l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France sur le photovoltaïque, ce qui est de notre point de vue une erreur fondamentale pour plein de raisons. La première étant évidemment qu'avoir un avis fort de l'État, comme on vient de le dire, ça permet la condition du projet, ça donne la condition du projet, et ça a permis sur le siècle et demi qui vient de passer de préserver et de maintenir une qualité de paysage, d'environnement qui fait le rayonnement de la France quand même, il ne faut pas l'oublier, d'une part. Et puis d'autre part, et ce n'est pas négligeable, ça permet le développement de nouveaux matériaux. Ça permet le développement de matériaux spécifiques et on travaille et on continue de travailler. Alors les industriels travaillent et nous travaillons aussi nous-mêmes, puisque dans l'association que je représente, avec un certain nombre d'industriels, pour essayer de trouver des solutions techniques qui permettent de répondre aux spécificités du patrimoine français. Les spécificités du patrimoine français, ce n'est pas exactement les mêmes que ceux qui sont en Suisse, que le patrimoine suisse, allemand ou espagnol. Et d'ailleurs, les entreprises avec qui on discute et avec qui on travaille développent des produits qui sont sensiblement différentes et adaptés aux besoins et aux spécificités de chaque territoire. Voilà. Et donc là, sur le photovoltaïque, on ne se cachera pas le fait qu'on en est au début des discussions, mais il y a des choses qui arrivent, il y a des recherches qui se font. Supprimer un accord de l'architecte des bâtiments de France, mais c'est de l'État, c'est supprimer une action forte de l'État sur ce type de sujet-là, effacera, supprimera
toute recherche et développement dans les entreprises qui n'auront, enfin voilà, là je parle sous votre contrôle, mais il n'y aura plus besoin de faire de la recherche et développement. Tout à fait d'accord. Tout à fait, ce serait malheureux. Ce serait malheureux parce qu'on a besoin. Et notamment, je ne vais pas parler pour vous, mais en matière de tout ce qui est photovoltaïque, il y a des recherches importantes avec des gains importants en matière notamment de composition d'impact CO2 par rapport aux cellules qui sont produites. Elles ne sont pas toutes identiques. C'est ça. Et je pense que ça, c'est important. Alors, parce que... Allez-y. Excusez-moi. Non, simplement parce qu'en fait, il y a la production d'énergie dont on parle là. Et puis l'aspect visuel, bien évidemment. Mais il y a aussi la composante carbone de l'énergie qui va être produite. Et certaines énergies, par exemple, très honnêtement, l'éolien a une composante carbone extrêmement importante par rapport au solaire photovoltaïque. Et à l'intérieur du photovoltaïque, il y a plusieurs systèmes qui sont de niveaux différents. Et la recherche aujourd'hui continue à essayer d'améliorer la composante carbone des cellules. Voilà, c'est ça. Et c'est tout l'intérêt en fait du panneau ThermoSlate, c'est qu'aujourd'hui, on a... En fait, ce panneau, il est constitué, on peut le développer assez rapidement. Il y a une plaque aluminium, un isolant XPS. Ensuite, on a une grille hydraulique où là va passer un produit caloporteur, un glycol. Et dessus, en fait, on va avoir une toiture ardoise collée avec une résine époxyte. Et donc, du coup, on n'a plus ces cellules. On n'a plus de cellules. Là, on est vraiment sur un produit naturel. Et comme tout à l'heure, c'est ce que je disais, on utilise vraiment les priorités du matériau pour produire de l'énergie, en fait. C'est tout l'intérêt. Après, pour revenir sur l'innovation, chez nous, industriels, Coupa Pizarras, oui, on a un service innovation, on travaille continuellement. Je sais qu'aujourd'hui, pour le moment, on est sur de l'énergie thermique, mais demain, on va travailler aussi pour de l'énergie photovoltaïque. On est obligé de passer par là. Alors, pour aller peut-être sous un angle d'approche différente, je pense qu'il faut différencier les difficultés ou les problématiques qui sont dues à la nécessité d'avoir des énergies renouvelables non fossiles, de la nécessité qu'il y a quelque part d'avoir un système technique qui soit mis en place pour créer cette énergie. Et que ce soit du photovoltaïque, du thermique, que ce soit de l'éolien, que ce soit, on n'a pas parlé, mais que ce soit de la biomasse, que ce soit une autre façon de créer la chose, de toute façon, on tombe toujours sur le même problème, l'acceptation des populations. Et cette acceptation des populations ne pourra, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, les difficultés qu'il y a actuellement au niveau de l'énergie éolienne, ne sont qu'anticipatrices des difficultés qu'on pourra éventuellement, et j'espère que non, avoir pour la mise en œuvre réelle, sincère et profonde de la transition énergétique. Comment voulez-vous faire la transition énergétique sans les gens qui vont en être les acteurs ? Il ne suffit pas de décret, il ne suffit pas d'une bonne réglementation pour faire une bonne transition énergétique. Et on n'a pas le droit de la rater. Et si on ne veut pas la manquer, si on ne veut pas manquer le coche, il faut obligatoirement que les populations soient dans le coup. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par exemple, pourquoi la France, il y a une convention internationale qui est la convention Faro, pourquoi la France n'accepte pas de ratifier la convention Faro ? L'Italie nous a donné aussi une autre idée, qui est de dire finalement, le patrimoine, il est inscrit dans la Constitution. Alors je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais on voit qu'aujourd'hui, on va plutôt dans l'autre sens. La loi qui est actuellement, qui passe au Sénat, est quand même un peu étonnante dans la mesure où on s'aperçoit que pour des raisons impérieuses d'intérêt public, on va tout simplement penser que la déclaration d'utilité publique suffira pour accepter tout ce qui se passera après. C'est pas possible. En fait, les populations vont sentir qu'elles ne sont plus dans le coup. Et ça, c'est pas une bonne idée si on veut qu'elles puissent vraiment et pleinement s'investir dans ce changement climatique qui est incontournable. On ne peut pas continuer à avoir des degrés qui nous viennent sur le nez, si je peux ainsi dire, comme ça, et qui vont en s'amplifiant d'année en année. Ça ne se fera qu'avec les acteurs. Et les acteurs, c'est les 65 millions de Français
Je ne veux pas faire de la publicité, je ne me présente pas aux élections, mais c'est quand même une réalité. Oui, est-ce que vous voulez peut-être rebondir, Monsieur Sénéchal, sur les lois, justement, sur cette loi Elan, et puis là, donc la suite un peu qui arrive Oui, écoutez, je pense, oui, sur cette question de la loi et de la manière d'aborder les sujets, finalement. La loi Elan a ouvert, ou plutôt a affaibli la position de l'État, et je dis bien de l'État, parce que l'architecte des bâtiments de France, c'est l'épouvantail qu'on agite, mais c'est l'État. Hein, voilà, c'est l'État. Et donc a affaibli la position de l'État sur un certain nombre de points. Ça fait maintenant, on est en 2023, ça fait maintenant 2018, ça fait presque ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. On est en mesure de faire un bilan de la loi Elan. Le bilan, il a été commencé ou établi par le ministère de la Culture, par l'inspection générale du ministère de la Culture. Il est évidemment défavorable, mais en réalité, le bilan, il a été fait avant. Le bilan, il a été fait en 2016, au moment par les parlementaires, au moment de la loi biodiversité, qui s'est intéressée, si vous vous en souvenez, au cas des sites inscrits. Et qui a fait le bilan, on était en 2016, qui a fait le bilan d'un siècle de vie de la loi alors c'est un peu compliqué, la loi sur le paysage, mais bon, 1913-1930, on va dire, voilà. Et donc qui a fait le bilan d'un siècle de gestion des sites inscrits, et en particulier de gestion de ces sites inscrits avec un avis simple de l'État, un avis consultatif de l'État, puisque le paysage est géré encore aujourd'hui avec un avis simple de l'État. La conclusion, c'est quoi ? La conclusion, c'est que, pour faire simple, on pourra détailler si vous le souhaitez, mais pour faire simple, 33% des sites inscrits des paysages, sites inscrits, sont irrémédiablement dégradés. Voilà. C'est-à-dire après un siècle de gestion avec ce système d'avis simple, voilà, un tiers des sites inscrits, des paysages, sont irrémédiablement dégradés et méritent tout purement et simplement d'être dégradés, d'être supprimés. Voilà. Et ce tiers de sites inscrits, correspondant aux zones, aux plus forts enjeux fonciers. Voilà. Évidemment, les autres étant des zones rurales, des zones de campagne où il n'y a pas d'enjeu. Alors après, on va pouvoir avoir d'autres problématiques liées en particulier aux éoliennes, mais on est sur des problématiques de grands paysages, sur d'autres types de problématiques. Voilà. Bien évidemment, ce que fait la loi Elan en supprimant l'avis dans les zones urbaines, typiquement, on est dans des secteurs à fort enjeu. Voilà. Donc, typiquement, on sait, parce que les parlementaires, c'est dans l'étude d'impact de la loi biodiversité. Les parlementaires eux-mêmes ont démontré la faiblesse et l'inefficience, au moins à 30%, de l'action de l'État dès lors qu'elle n'est pas forte sur ce type de problématiques spécifiques liées à la préservation du cadre de vie, du patrimoine et de la qualité des sites et des paysages. Voilà. Alors, on parle effectivement du cadre de vie, et vous avez tout à fait raison. Mais simplement, le problème, c'est qu'en fait, on a d'un côté aujourd'hui une tendance forte à vouloir remettre en vie, j'allais dire presque, la ruralité, à vouloir faire finalement que cette ruralité, elle va être valorisée de plus en plus. Et derrière, on perd un peu cette vision, j'allais dire cohérente, d'intérêt général qui est défendue quelque part par les ABF. Et donc, ça veut dire qu'on est dans un système un peu schizophrénique, en fait. Et malheureusement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui en prennent vraiment conscience, parce que la nouvelle loi qui passe au Sénat est encore pire, si je peux me permettre. Parce que je vous le disais tout à l'heure, les DUP, finalement, elles vont servir à tout et à rien. Il n'y a plus de nécessité de pouvoir repasser en une commission d'enquête dans la mesure où le premier projet étant invalidé parce qu'il y a des anomalies environnementales, eh bien, le préfet fera corriger ces anomalies environnementales et il n'aura plus nécessité de revoir le projet dans sa totalité. Il peut être, à la limite, on ne sait pas, il peut être modifié à 95% par rapport à l'origine. Rien n'empêche de continuer à poursuivre le projet tel quel, puisqu'il aurait été accepté en amont, soit par les DUP, soit... Et il y a pire que ça, c'est que les PLU vont devoir se mettre aussi à l'heure du bon goût
qui est de finalement accepter tout ce qui se fera en matière d'ENR. On est dans un système de raison d'État, j'allais dire, qui n'est pas possible. Il faut vraiment qu'on reprenne conscience que les ENR peuvent se mettre en place avec l'accord des populations et d'une façon tout à fait raisonnée et raisonnable. Ça, je pense que c'est tout à fait possible. Moi, je vois puisque je suis également délégué régional, j'ai des gens qui viennent me voir désespérés dans des commissions de quartier qui me disent « Monsieur, regardez ce qu'on va faire dans mon quartier, on est en train de défigurer ceci, défigurer cela », ou d'autres commissions qui sont là, finalement, dans des milieux ruraux, avec des projets qui sont un peu étonnants quelquefois, qui vont éventuellement, c'est pas forcément de l'éolien, mais il y a d'autres projets, qui vont dans des sols karstiques où il va y avoir des fissurations et qui permettront, hélas, d'avoir des scories qui pourront aller jusqu'aux nappes phréatiques. Les gens ne savent plus comment vivre tout cela et ça ne donne pas forcément de bonnes réactions. Alors qu'ils ont envie de participer, l'ENR, ça ne leur pose pas de problème sur le fond. C'est sur la forme que l'on emploie aujourd'hui que ça pose problème. Et je ne voudrais pas que sous prétexte de refuser les énergies fossiles à juste titre, on fossilise le patrimoine. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Mais écoutez, je vous remercie tous les trois pour cette participation à cet échange très intéressant. Merci. Merci à vous. Merci. Je vous en prie. Je vous invite à retrouver cette émission et toutes les autres tournées dans le cadre du Forum du patrimoine sur notre site internet Atrium ainsi que sur celui de nos partenaires Atelier d'Art de France et la Fondation France Bois Forêt. Merci et à bientôt. Merci.